une production du Studio SF. What's up tout le monde, bienvenue au Dans l'Enclave Podcast, le podcast 100% hockey qui te permet de propulser ta game à un autre niveau. Cette semaine, on a reçu Yannick Hogg Tremblay, qui est un kinésiologue, un coach de football, mais qui spécialise principalement avec l'haltérophilie et il a fait le camp d'entraînement des Canadiens au niveau de l'évaluation des recrues et des vétérans. Tester le FMS avec les joueurs du Canadien, recrues, vétérans. En fond, on a parlé exactement de son expérience, qu'est-ce qu'il a fait là-bas. On n'a pas parlé des résultats précisément, mais qu'est-ce que lui a pu observer, l'importance du FMS dans les sports, comme aussi chez monsieur, madame, tout le monde. On a parlé beaucoup d'haltérophilie, des variations de l'haltérophilie, pourquoi c'est important dans le sport, quand ça devrait être utilisé, comment. Ouais, les joueurs qui l'ont plus impressionné au camp du Canadien. Ouais. C'est nice de voir au niveau des recrues, c'est qui le plus. On est revenu sur le fameux cas de Kotkaniemi. Vous en sauverez pas. Le classique. Ça va revenir tout le temps, ça. Ouais. Fait que juste vous mentionner qu'on sort officiellement notre Summer Camp pour cet été. Fait que ça va se faire à partir de début juin. Fait que ça va être un camp de 6 à 8 semaines où on va avoir du sur-glace et du hors-glace dans le but de propulser votre game à un autre niveau. Oh yeah. Très hâte de sortir ce projet. Et juste dire aussi que l'épisode est commandité par Série Express à Delson. Dans le fond, c'est eux qui font tout ce qui est notre gear au niveau chandail d'hockey, chandail t-shirt classique. Yes. Donc, allez leur donner un petit thumbs up. Ça va leur faire grand plaisir. Et sans plus tarder, on vous laisse écouter l'épisode de Yannick Hogg. C'est parti. Oh, c'est parti. C'est parti. Yes. T'es parti sur ton intro. Merci, man, de t'avoir déplacé. Merci à vous autres, par exemple. De la rive sud jusqu'ici. Yes. En ce vendredi matin. Pas trop de trafic? Non, honnêtement, ça a bien été. Tu viens-tu souvent à Montréal? Oui, quand même. Ouais. Le temps de l'UQAM, pas même un choix. Ouais, c'est ça. Tu vas en char à l'UQAM? Oui, ben oui. Je vais tellement pas souvent que... T'es sérieux? Oh oui, tout à fait. Shit. Tout à fait. Aux heures de pointe? Aussi. Comme tu dois partir d'avance. C'est pas si pire, honnêtement. Où ce que je suis, c'est genre 15-20 minutes. Là. T'habites dans quel coin? Vieux-Longueuil. Vieux-Longueuil, c'est à côté de Jean-Cartier. Long Beach. Exactement. Vieux-Longueuil. Je travaillais là avant. OK, quand même. À quelle place? Sur Grande Allée. Ah, c'est Brossard, ça, non? Non. Non, Grande Allée, Saint-Hubert. Grande Allée, en face du Goudzo. En face. En ligne avec le Goudzo. Ouais. Quand même. C'est pas loin de chez vous, ça? C'est un petit bout. OK, 25 minutes. OK, OK, t'es quand même loin, finalement. C'est ça. Ouais, that's it. Fait que merci d'être là. Si tu peux commencer avec ton parcours, ce qui t'a amené à être où ce que t'es présentement. En Fightkin, puis ce que je fais en ce moment. Exactement, ouais. Dans le fond, rapidement, background sportif, j'ai fait du sport comme pas mal toute ma vie. Là. Je viens du multisport, passé par le karaté, foot, principalement football. Joué tout le secondaire, après ça, fait le collégial, décidé d'arrêter ça là, puis de poursuivre. Par la suite, j'ai décidé d'être coach. Donc, je fais les deux. Je suis kin et coach pour une équipe secondaire qui est l'école secondaire Jacques-Rousseau, là, qu'on a d'ailleurs la finale en fin de semaine. Sinon, dans le fond, par la suite, ayant fait partie d'une équipe sportive toute ma vie, ayant eu des services de kinésiologie, je trouvais ça super stimulant. J'ai voulu redonner la même chose. Là-bas, je me sentais à la maison. Puis au départ, j'ai voulu justement redonner la même chose et faire en sorte que les jeunes aient une place où se sentir bien, puis performer, puis avoir accès à des services comme ça. Sinon, par la suite, dans le fond, pendant mon parcours au bac, d'ailleurs, que j'ai fait à l'UQAM avec Mr. Phil, que j'ai eu la chance d'évaluer aussi. Donc, c'est ça, j'ai eu la chance de côtoyer pas mal de monde là-bas. Puis, par la suite, je me suis spécialisé en kin. Sciences de la santé, après ça en kin. J'ai voulu faire le bac là-bas. Je trouvais ça super intéressant. Je voulais que ça bouge un petit peu plus de pourquoi la préparation physique. Je voulais challenger tout le monde, aspect de performance. Moi-même, je m'en mets beaucoup sur les épaules, puis j'essaie de me fixer des objectifs. Fait que, même chose avec les kids avec qui je travaille. Par la suite, après différents stages avec l'École nationale de cirque puis avec le Collège Jean Heard, j'ai bifurqué un petit peu, fait de l'entraînement à domicile, fait des grandes surfaces aussi. Ça allait peut-être un petit peu moins me chercher. Donc, j'ai vraiment sauté sur l'occasion. Justement, un ancien Jacques Rousseau qui m'a référé à Muneris Performance avec qui je travaille présentement, qui est comme ma nouvelle maison, là.
Fait que dans le fond, c'est ça. Un jeune que j'ai eu la chance de coacher m'a référé là-bas. Puis j'ai fait OK, pourquoi pas sauter sur l'occasion. Puis eu la chance de rencontrer cette belle équipe-là. D'ailleurs, shout-out à tout le monde de Miniris. Mais bref, c'est honnêtement, depuis ce temps-là, tout se passe super bien. Ça a explosé. On travaille avec plusieurs sportifs de haut niveau. Eu la chance de travailler avec McGill au football. La chance de travailler avec les boxeurs aussi de différents clubs de boxe. Encore avec Jacques Rousseau et surtout le Vieux-Montréal avec qui j'ai été pas mal plus impliqué dans les dernières semaines et même la dernière année au complet. Donc, disons, il y a eu des beaux accomplissements. On va juste aller plus loin avec ça. Si je ne me trompe pas, vous avez un nouveau studio aussi, hein? Ouais, on vient juste d'ouvrir le centre. Ça fait quelques mois, je dirais 3 mois environ. 3 mois et demi. Là, tout frais ouvert. Ah, nice. C'est où ça? Sur 5000 Iberville, dans les limites du plateau, dans le fond. Yes. À Montréal. Yep, tout à fait. Tu viens tout le temps à Montréal. Exactement. J'habite juste pas là. Ouais, c'est ça, exact. Puis quand est-ce que tu t'es spécialisé en haltérophilie? Altéro, en fait... C'est arrivé comment, ça? Pendant mon parcours collégial, je suis tombé là-dessus, pas nécessairement avec la préparation physique, puisqu'on n'a pas eu de temps d'encadrement à ce niveau-là. C'est un petit peu plus tard, vers 18-19 ans, quand j'ai voulu faire les testings du bobsleigh. Vers 18-19 ans, dans le fond, dans le training pour les combines de bobsleigh, Canada et Québec, il y avait des standards d'haltéro. C'est là que j'ai commencé à toucher à ça, puis j'ai voulu explorer un petit peu plus et pousser la machine. Puis, étant super complexe, bref, j'ai adoré le sport. Ensuite, ce que j'ai fait, dans le fond, avec l'école Jacques Rousseau, j'ai coaché les jeunes, on a intégré justement l'haltéro. Pendant quelques années, j'en ai pratiqué moi de mon côté. Eu la chance de côtoyer d'autres entraîneurs, aller à des formations, puis redonner cette information-là. Puis, en fait, par la suite, c'est ça. J'ai eu la chance de l'intégrer avec comme une centaine d'athlètes depuis le temps. Là. Disons qu'on a exploré un petit peu, puis différentes variations, puis comment l'intégrer dans l'entraînement. Ouais. Puis tu donnes des formations aussi, je pense. Ouais, en fait, j'étais le petit nouveau dans la formation. JP et Chris donnaient la formation depuis un petit peu plus longtemps, disons une année ou deux. Dans le fond, j'ai juste amené un petit quelque chose de différent par rapport au profil de force-vitesse. Puis on coachait. Ça faisait un coach de plus justement pour les cues techniques. On a des visions différentes des correctifs pour un mouvement, ce qui est super le fun. Parce que si on est 3 à apporter des petits points, des ajustements selon notre vision, ben, l'athlète va juste en bénéficier. Il va avoir d'autres points. Vraiment. Ouais. Vraiment, parce que je vais peut-être pas voir ce que mon partner va voir. Exact. Donc, tant mieux. Là. Ça fait juste plus de yeux pour observer et donner des feedbacks. Ouais. C'est quoi cette? Vas-y. On va continuer sur latéraux, là, mais pose cette question, je vais la revenir sur l'école. Non, moi aussi, je vais revenir sur l'école. Yes! Merveilleux, ça. Merveilleuse école. Là, tu es à maîtrise présentement. Ouais. T'as-tu fini ta rédaction? Ça s'en vient. Comme on en avait parlé avec Alain, là, c'est de finaliser la rédaction du mémoire. Finalement, déposer ça, puis en finir une fois pour tout. En fait, ouais, c'est ça. Dans le fond, Tu nous dis un peu c'est quoi ton projet? Ouais, exact. Dans le fond, présentement, on voulait développer un test de saut en longueur avec différentes charges pour évaluer, dans le fond, la puissance générée par l'athlète et voir s'il y avait des liens avec le sprint. Parce que oui, le saut en longueur seul, il y a des relations avec les capacités de vitesse, puis bref, autant au patinage que, dans le fond, à la course, mais ils sont pas nécessairement sensibles, puis on n'a pas de moyen de le quantifier. Donc, on s'est posé la question comme, on peut-tu trouver un moyen de faire en sorte de dire, OK, bon, ben tant de watts, ça représente tant de mètres par seconde, puis on va avoir quoi comme incidence sur la glace ou sur le terrain, ou whatever it is, peu importe la capacité d'accélération. Là, après ça, dans le fond, on a décidé d'intégrer des charges parce que le profil de force de vitesse se fait déjà à la verticale. On est capable d'évaluer s'il y a un déficit de force ou de vitesse, mais là, on voulait l'essayer à l'horizontale parce que c'était pas fait. Et l'horizontale est encore plus lié avec les performances d'accélération sur 10 et 20 mètres. Donc, tout ce qui a été fait auparavant était lié avec ces performances-là. Fait qu'on a décidé de l'essayer. Ça a été un petit peu hasardeux. On a eu un petit parcours sinueux, modifié quelques équipements, puis on s'est amusé à bisouner un peu. Puis finalement, on a des résultats quand même intéressants. Donc, on peut prédire la performance au sprint. On est capable de prédire la vitesse de déplacement de l'athlète. On a des formules de prédiction de puissance. Celui-là est un petit peu moins précis, moins fiable. Mais on a quand même des résultats préliminaires qui sont vraiment intéressants. Donc, on peut au moins évaluer. Mettons, tu n'as pas de salle de track, tu n'as pas une piste de track, mais tu vas savoir si ton athlète, son potentiel d'accélération a augmenté. Juste en faisant ça, puis tu peux faire le suivi dans tes différentes phases, puis tu peux même l'intégrer dans ton entraînement. Donc, ça donne un outil de plus qu'on peut utiliser. Puis y a-tu moyen, mettons, là tu l'as fait avec le football précisément, fait que la course, y a-tu moyen, mettons, de transférer ça sur la glace? Parce que souvent, mettons, exemple, tu n'as pas accès à une track pour courir, c'est déjà plus accessible que souvent une glace. Effectivement.
essayer de peut-être transformer ça sur la glace. Je sais pas si c'était dans un de tes projets ou En fait, transformer ça dans plusieurs sports. en termes de faisabilité, on n'a pas voulu le faire avec le hockey justement sur la glace à cause de l'accès. Par contre, effectivement, il faudrait explorer, voir si les sprints sur glace, mettons de courte distance, ont des liens avec ces performances-là au saut. On pourrait le faire, là, je sais que tu côtoies pas mal de joueurs de hockey. Vous côtoyez pas mal de joueurs de hockey. Puis, dans le fond, ce serait effectivement une éventualité intéressante de pouvoir tester ça. Parce que, oui, c'est bon pour les field-based, tout ce qui est sur gazon là, ou terrain. Mais de voir, effectivement, si sur glace, il y aurait un lien entre les deux, je pense que ça pourrait être intéressant. Parce que la mécanique n'est pas pareille avec la exactement. course et le patin. Exact, tout à fait. Bon, c'est un autre de mes projets qui va embarquer. Yes, why not? Embarque dans bien les affaires. Un autre. Comment tu t'es ramassé pour faire l'éval du Canadien de Montréal? Comment qu'on arrive là? Honnêtement, j'ai été chanceux de connaître la bonne personne. J'ai eu une référence parce que j'ai fait des formations avec FMS aussi. Donc, il savait que j'étais certifié FMS. Donc, qu'est-ce qui est FMS pour les gens qui n'ont aucune des questions? Dans le fond, c'est juste un screen de base. On évalue différents mouvements, puis on va donner un pointage à ces mouvements-là en fonction de certains critères. Donc, si ces critères-là sont rencontrés, tous les critères sont rencontrés, on va donner un 3. Si quelques critères sont rencontrés de base qui sont absolument nécessaires, on va donner un 2. Et si aucun de ces critères-là, ou en fait le minimum n'est pas atteint, on va donner un 1. Et en cas de douleur, on va donner un 0. En fait, c'est ça, on a fait la formation. Il y avait eu des visites ici à l'UQAM il n'y a pas si longtemps, c'est l'année passée. Puis j'ai eu la chance de passer des screens à plusieurs athlètes aussi. On l'avait essayé au football. Question de faisabilité, c'était un petit peu long, étant tout seul, par exemple, avec comme 30-40 joueurs, 50 joueurs. C'est quoi, il me semble qu'il y a 7 tests, hein? 7? Ouais, c'est ça. Dans le fond, tu as le overhead squat, le inline lunge, le hurdle step, tu as le rotary, push-up, puis il m'en manque un, shoulder. Le shoulder. Ouais, fait qu'on a fait le tour. Le test, c'est sûrement le hurdle. Ouais, exact. Je pense que c'est le même. Bref. Mais ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, la personne connaissait un des physios qui était là-bas. Puis il connaît aussi le préparateur physique en chef là-bas du Canadien de Montréal. Puis dans le fond, elle travaillait avec dans le passé. Elle s'est fait demander son aide parce qu'elle est spécialisée justement en FMS. Puis elle l'utilise vraiment bien. Même si, par exemple, c'est pas nécessairement spécifique, mais c'est un outil qui est quand même intéressant. Fait que c'est ça, dans le fond, sachant que justement interpréter les tests puis voir peut-être des petites lacunes chez les athlètes était une de mes forces pendant le FMS, je me suis fait référer. Puis ça a simplement donné comme ça. Donc on a fait le camp, le début du camp des recrues, après ça le retour des vétérans, puis on a évalué toute l'équipe ensuite. Fait que tu as eu recrues puis vétérans. Ouais, exact. Dans le fond, les free agents considérés comme étant recrues, les recrues. Et en fait, issu du draft. Là. Ouais. Puis ensuite, on a eu toute l'équipe au complet. Okay. Tu vois-tu des différences entre, mettons, recrues puis vétérans? Ou... Ça dépend, honnêtement. Il y a des recrues qui sont arrivés qui étaient très solides. Ouais, c'était ma question. Ouais, il y en a qui sont arrivés très solidement. Au niveau recrue, c'est qui t'a le plus impressionné? Au niveau vétéran. C'est ça. Le plus impressionné, si toi? Tu peux l'en dire. Ouais, techniquement, je peux pas nécessairement sans dire des scores. Sans dire de scores. Juste toi, t'étais comme... Il y a une couple de gars, t'es comme wow, général, dans le fond, patron de base, là, les maîtrise à peu près tous. Donc, c'est quand même assez impressionnant. Ça veut juste dire que la personne maîtrise bien son corps, puis il y a une bonne coordination, puis une bonne stabilité. Ouais. La personne est quand même douée en termes de mouvements généraux, ce qui nous dit que probablement quand on va la loader en squat, ou peu importe en haltéro, whatever it is, peu importe l'exercice, tu n'as pas nécessairement à t'inquiéter qu'il va avoir une lacune flagrante. Il va peut-être avoir des petits points techniques, mais cette personne-là est prête à loader son pattern. Okay. Versus d'autres que tu es comme, OK, il y a peut-être 2 ou 3 personnes. Honnêtement, overall, là, la plupart des gars étaient vraiment prêts physiquement. En termes de overall fitness, là, étaient bien préparés. Mais tu sais, il y a des fois, t'es comme, OK, red flag, mais il y en a qui ont eu des opérations. Fait que déjà là, en partant, on le considérait. Fait que là, on est comme, bon, on faisait juste reconfirmer. Puis, oups, on a eu une visite, mettons, d'un physiothérapeute, comme, pourquoi t'as donné ce score-là à lui? J'ai fait, ben, c'est peut-être pas son épaule blessée, mais il y a quand même une limitation. Puis, probablement, sa rotation interne, ben, est limitée. Puis, tu vas peut-être avoir des problèmes à long terme avec lui. Ah, OK, ça fait du sens. Tu sais, on travaillait comme ça conjointement avec l'équipe de thérapie. Les physiothérapeutes, justement, confirmaient les résultats puis ils voulaient voir s'il y avait des red flags. Fait que principalement, c'était pour ça. Là. Y a-t-il des fortes corrélations, mettons, entre performance sur glace avec les FMS? En fait, pas tant. J'ai même fait une revue de littérature juste pour voir, confirmer s'il y avait plus de données qui étaient liées justement avec les performances. Et malheureusement, il n'y en a pas vraiment. Les corrélations sont significatives, mais elles sont tellement basses que ça ne veut absolument rien dire ou presque.
En fait, comme je vous dis, on s'en est servi. Le fait, c'est que c'est pas spécifique du tout déjà en partant. Donc, c'est difficile d'évaluer les performances hockey avec des patrons moteurs de base. Comme un lunge ou, par exemple, le hurdle step qui est comme monter un escalier. Là. Ça revient quasiment au même. Mais tu sais, dans le sens qu'on est capable au moins d'évaluer les red flags. Comme, est-ce qu'il y a une douleur dans un patron moteur? Est-ce qu'on va devoir limiter ce patron moteur-là, justement, puis travailler autour de cette blessure-là ou de ce problème-là? Et de savoir si, overall, l'athlète, est-ce qu'il a développé des bons patrons moteurs? Est-ce qu'il y a des patrons de compensation? Est-ce qu'il est prêt à donner son 100% ou pas? Et que c'est vraiment plus pour les red flags puis la prévention de blessures versus la performance. OK, parfait, ça. Fait que c'est ça que vous regardiez. Oui, exactement. Ça peut être utile. Oui, effectivement, mais ça a ses limites. Comme n'importe quel outil d'évaluation, ça a ses limites. Okay. Fait que si je t'amène un jeune de hockey demain matin, est-ce que tu utiliserais ces tests-là? Oui et non. En fait, il y a des variations du FMS qui peuvent être intéressantes. En fait, souvent, je prends quelques exercices, puis au contraire, je vais bâtir un test en fonction du besoin de l'athlète. C'est comme au hockey, regarder les prévalences de blessures, puis regarder c'est quoi normalement les faiblesses en termes de patron moteur et justement de production de force ou de puissance, puis des patterns qui sont moins solides. Fait que c'est comme je vais penser à un step down pour justement éviter les blessures au genou, voir s'il y a une bonne stabilisation au niveau de la hanche, puis qu'il y a un valgus ou pas. Le genou rendu à l'intérieur, son pied rendu à l'intérieur. Il y a une bottine, hein, fait que sa cheville est peut-être pas stable. C'est tous des petits détails comme ça. Comme son dos, comment ça va, il est tout le temps penché, est-ce qu'il y a une endurance assez élevée au niveau du bas du dos, extension de la hanche. C'est tous des petits détails comme ça. Généralement, je vais plus aller individuellement comme ça, faire l'évaluation, puis cibler des points techniques en particulier. Là. OK. Puis, si tu avais à me nommer un joueur, ou un par recrue, moi je vais revenir là-dessus. Un pour les vétérans, puis un pour les recrues. Que tu te rappelles encore aujourd'hui, lui, il m'a impressionné. Je ne m'attendais pas à ce que... Très sincèrement, c'est drôle parce qu'on en parlait avec Phil. Dans le fond, étonnamment, Carey Price a des patrons moteurs de fou. Comme, il a quasiment scoré 3 partout. Dans le sens qu'il bouge bien, il a une bonne maîtrise corporelle, puis il y a une bonne mobilité, il y a une bonne souplesse, il y a un bon contrôle moteur. Tout est stable. Il n'y avait pas de patron de compensation. Il n'y a pas une hanche qui shift. Il n'y a pas une épaule qui n'est pas capable, dans le fond, d'aller faire sa flexion complète puis rotation interne-externe. C'est tous des petits détails comme ça. Honnêtement, overall, je pense que c'était probablement le gars le mieux coté. Sinon, au niveau des recrues, honnêtement, pas nécessairement par le score, mais plutôt par son attitude. Un certain Cole Caulfield. Honnêtement, le jeune, il me sort c'est quoi qu'on fait aujourd'hui? Il me donne tous les tests. Ça fait 2 semaines que j'ai pratique, je vais avoir le meilleur score possible. Je fais OK, on est à un autre niveau. Le jeune, il veut. Le jeune, honnêtement, il désire pousser, puis il veut avoir des bons résultats, puis il veut impressionner ses coachs, puis son équipe au complet. Exact. J'ai comme fait je comprends pourquoi ils t'ont sélectionné aussi haut. Avoir une attitude de travail comme une attitude positive comme ça, puis avoir une éthique de travail qui est démontrée comme ça sur le field. T'es comme, wow, c'est beau. Fait que je tenais à souligner ça. Là. Honnêtement, c'est ce qui m'a impressionné le plus. Puis sans nommer de nom, il y en a-tu que t'as été déçu? Pas déçu, mais t'as fait comme, je m'attendais à ce que tu sois pas autant débalancé, ou même l'attitude. Il y en a peut-être un, mais je dirais plus par nonchalance. Je pense pas que c'est par manque d'éthique de travail. Il était peut-être un petit peu juste désinvolte. Ce qui arrive là, c'est peut-être juste personality-wise. C'est rien de trop... Honnêtement, j'ai pas eu vraiment de déception. Les gars, ils sont arrivés prêts, super respectueux. Les gars voulaient faire leur affaire. Ça me faisait rire parce que t'avais comme Brandon Gallagher qui sortait des niaiseries, puis on déconnait. Là, fait que c'était super le fun. Là. C'est ça. Les gars avaient du fun, puis c'était pas... Oui, ça fait une longue journée, mais les gars avaient pas l'air trop... comme ennuyé par le processus, puis ça se passait relativement bien. Je te dirais, il y a peut-être 1 ou 2 gars qui avaient l'air un petit peu fatigués, puis finalement, ils n'étaient pas prêts pour l'évaluation, puis ils ne savaient pas pantoute à quoi s'attendre, puis ils n'ont pas fait l'effort, mettons, de savoir qu'est-ce qui s'en venait, puis ils n'étaient pas prêts. C'est pas... Honnêtement, c'est loin de la majorité, je te dirais, c'est même pas 1%. Là, T'entraînes-tu, mettons, monsieur, madame, tout le monde? Aussi, tout à fait. Tu fais-tu le FMS avec eux autres? Tu vois, le FMS, justement, la plupart du temps, je le trouve intéressant plus pour, mettons, monsieur, madame, tout le monde, parce qu'ils n'ont pas nécessairement des besoins spécifiques. Ça va me donner... étant sédentaire, j'aime bien savoir s'ils savent bouger, puis savoir quel patron est déficient, parce que quand il va lever son sac d'épicerie, là, il va falloir qu'il squatte down puis qu'il le lève. Là.
C'est des petites informations comme ça qui sont intéressantes. Même chose, quand il va descendre un escalier ou, je sais pas moi, il va pogner une plaque de glace, s'il est sur une jambe, va-t-il être capable de se stabiliser? Fait que ça dépend vraiment de l'objectif du client. Là. Il y en a qu'on va pousser beaucoup plus loin, puis on a des évaluations un petit peu plus précises. C'est comme, il y en a qu'on veut calculer l'index d'endurance parce qu'ils vont faire des marathons, là, par exemple. Fait que c'est un exemple, là, mais sauf monsieur, madame, tout le monde, généralement, oui. FMS, pas nécessairement le FMS parce qu'il est vraiment long. Souvent, on va faire des analyses qualitatives. Fait que, on a des points, des Q, puis on se prend des notes sur des patrons qui sont déficients. Comme, rotation thoracique qui n'est pas dans le FMS, mais c'est quand même un limitant la plupart du temps pour quelqu'un qui est sédentaire. Fait que c'est un exemple de petits trucs qu'on ajoute, là. Tu vois-tu des différences entre, mettons, le score d'un athlète versus le score d'une personne normale? Je te dirais, on pourrait être surpris des fois. Positivement? Ouais, positivement par la personne qui n'est pas nécessairement sportive. Le seul truc, c'est par expérience, dans le fond, par exemple avec Jacques Rousseau, plus le temps avance, plus je me rends compte que les jeunes, mettons, sont pas nécessairement actifs en dehors du sport qu'ils pratiquent. Donc, quand ils sont pas au gym, ils sont assis devant leur télévision, ils vont jouer aux jeux vidéo, ils vont gosser à l'ordi sur leur selle. Fait que tu vois que les patrons moteurs là, généraux, là, ils les maîtrisent pas. Là. Ils ont pas de conscience corporelle, donc tout ce qui est proprioception, c'est pas présent. Puis, tout dépendant, mettons, de la génération ou du background sportif de cette personne-là, on voit une différence. Tu le vois tout de suite. Tu le vois vraiment, littéralement, tout de suite. Donc, c'est ça, généralement, la différence entre les deux, là. Niveau haltérophilie, oui. Comment tu décrirais pas ce sport, mais cette méthode d'entraînement? Techniquement, c'est un sport en soi, là, vraiment. Ouais. Et d'ailleurs, justement, faire la distinction entre méthode d'entraînement impliquant l'haltéro et le sport en tant que tel. Parce que ça reste un sport qui implique une charge assez imposante. C'est un mouvement complexe. Veux pas, c'est un mouvement qui est rapide aussi et précis. Donc, challenge au niveau neuromoteur, au niveau, il faut un minimum de force pour le pratiquer. Beaucoup. En fait, même psychologiquement, là, vous pourriez en parler avec Christelle, on la côtoie quand même assez souvent. Avec Christelle Ngarlem, souvent c'est mental. La personne, il faut qu'elle lève son poids. Même chose, la préparation physique avec, mettons, un gars de foot ou un gars de hockey, peu importe, joueuse de hockey aussi, ça va être le même challenge. Fait mentalement, des fois, tu le vois, est-ce qu'elle va vouloir se glisser en dessous de la barre, cette personne-là, ou pas? Bref. Mais mes taux d'entraînement, dans le fond, c'est de lever le plus lourd possible, le plus rapidement possible. Dans le fond, puis de réussir à catcher cette charge-là. Ouais. C'est sûr, comme il y a une belle distinction à faire entre les deux, entre le sport, parce que tu veux pas ton athlète, peu importe le sport, tu veux pas qu'il devienne un haltérophile, tu veux juste retirer les bienfaits de cette méthode-là. C'est quand même intéressant d'avoir des variations versus les levées principaux, qui est l'arraché, l'épaulé et le jeté. Donc, il y a une bonne différence entre les deux, là. Comment tu l'utilises, toi? Mettons, juste avant la saison avec tes joueurs de foot, comment? In-season? Ouais. En fait, in-season, je m'en sers, mais beaucoup plus, en fait, on va aller concentric only. Fait que, tu sais, les pulls, puis il y a 0 catch. J'implique 0 catch. Fait qu'il y a que du concentrique. Fait qu'ils vont générer le maximum de puissance possible selon la variation, mais je veux qu'ils laissent tomber leur barre à la fin. Pourquoi? Fait qu'il n'y a aucun catch, parce que dans le fond, excentrique est principalement le dommage. Quand ils ont un entraînement le lendemain ou le soir, ben, tu veux pas qu'ils soient scrap pour le training. Les risques de blessure. Ouais, aussi. exactement. Fait que, tu sais, on en intègre un petit peu, mais souvent, ça va être en sous-maximal, plus pour contrôle moteur versus, par exemple, production de force. Okay. Mais dans le fond, c'est ça. Comme on a essayé. On vise peut-être la transition vers les pulls, les variations de pulls, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir le catch. Tu vas avoir les mêmes bienfaits sur ton triple extension, tu vas avoir la même production de puissance, tu vas avoir les mêmes résultats que tu veux aller chercher avec ton haltéro, sauf les drawbacks. Dans le fond, la blessure arrive souvent quand tu arrives pour attraper ta barre ou quand tu as catch overhead dans ton snatch, ton épaulé ou ton jeté. Jeté, c'est plus difficile de faire d'autres variations, là, mais dans le sens que en fait, tu n'as quasiment plus de risque de blessure à faire ton triple extension seulement en faisant, mettons, une tirade haute avec un clean, par exemple, à partir des genoux, versus faire un power clean puis tu le reçois. C'est sûr qu'il y a de l'intérêt dans les deux sens. Il y en a qui vont me dire pourquoi tu fais pas le catch phase? Tes joueurs, il faut qu'ils absorbent une force. Il y a d'autres façons d'absorber une force. Là. Je vais faire du squat excentrique, tu vas voir qu'il va absorber pas mal plus de force que ce qu'il fait avec son power clean. Fait que, on s'entend que c'est juste de jouer avec ces paramètres-là. Il y a les pourcentages aussi que tu peux jouer. Fait que, souvent, une season, on va développer pas mal plus puissance, donc puissance maximale. Donc, on va alléger un petit peu les lifts, puis on va vouloir qu'ils bougent un petit peu plus rapidement. On tourne aux alentours de 70, 80, 85% max de leur lift. Fait que ça dépend, mais psychologiquement aussi. Comme je vais prendre l'exemple du Vieux-Montréal, les gars aiment ça lever lourd, ils aiment ça sentir qu'ils catchent une barre lourde, ce qui est tout à fait normal. On veut qu'ils soient comme ça.
T'sais, on veut qu'ils sachent que c'est les plus forts puis qu'ils sont capables d'exploser n'importe qui devant eux, puis c'est notre objectif numéro 1, qu'ils comprennent qu'ils sont les plus forts puis les meilleurs, puis ils veulent le sentir eux autres aussi. Ils veulent avoir le feedback que comme, man, j'ai réussi à catcher ma barre puis je l'ai passé, pas juste je l'ai levé. Se dépasser aussi. Ouais, exactement. Fait que, tout dépendant du profil de l'athlète aussi, il y en a qui vont le comprendre, puis il y en a qui ont ce besoin-là de sentir une barre lourde sur eux autres. Fait qu'on prend le temps de le faire. C'est la grosse différence entre les deux. Là. À partir de quel âge tu pourrais intégrer ça? Peu importe. Honnêtement, très jeune. Tu peux faire juste l'aspect technique avec un bâton de bois. Ouais, c'est ça, tu fais rep it out, travaille sur les petits points techniques, tes positions de repère, first pull, second pull, dans le fond, avec ton shrug, dans le fond, ta descente en dessous de la barre, ton catch. Bref, il y a tous ces aspects techniques-là que tu peux regarder. Donc, tu teaches cette technique-là pour qu'éventuellement, elle puisse le loader. Donc, tout jeune, là, honnêtement, là, j'aurais même pas de stress à faire ça à un jeune de 4-5 ans. L'affaire, c'est que je lui ferais faire avec un bâton de bois. Je pèse absolument rien. Fait que juste technique. Ouais. Éventuellement, loader. Puis quand on dit loader, c'est bon, ben quand on voit que ta technique de base est là, puis physiquement, t'es assez mature pour le faire, tout dépendant de ses pubertés, tout ça, puis savoir son stade de croissance, ben on va mettre une barre, puis OK, si t'es à l'aise avec ta barre, puis qu'on voit que tous les patterns sont bons, on va te loader avec du poids, puis éventuellement, on va rip it out, on va s'assurer que ta technique est constante. Tu catches-tu à la même place tout le temps? Es-tu capable de maintenir tes positions? Est-ce que tu es capable, mettons, de générer autant de force puis tu n'as pas de patron de compensation? Ton dos est fléchi, nanana? Ben, on va loader encore plus. On va tomber en force maximale éventuellement. Puis, bref, mais tu sais, comme secondaire 1, on a du bodyweight, par exemple, à Jacques Rousseau. Secondaire 2, on commence à rentrer du dumbbell work puis bodyweight. Fait que dans le fond, les patterns de base comme les squats, les push-ups, les chin-ups, tout ça, on commence à les loader avec des dumbbells. Fait que tout dépendant de l'accès à la salle. On a floor press puis tout ça qui n'est pas nécessairement très complexe. Fait que on intègre des patterns comme ça. Secondaire 3, ils vont utiliser la barre olympique. Puis normalement, on fait justement des variations de pull. On ne fait pas les levées au complet. Fait qu'on travaille sur le triple extension, positionnement aussi pendant les pulls. Après ça, secondaire 4 et 5, on load, puis on commence à intégrer justement les power positions. Fait que les catch, dans le fond, on va faire le pull à partir des genoux principalement, puis on va faire le catch en position haute. Fait que, généralement, c'est ce qu'on va faire. Ben, au bout de la ligne, c'est ce qui fait la différence entre un athlète qui va se rendre plus loin versus... Exact. Tu sais, mettons, tu prends quelqu'un là, qui a 10 ans, tu apprends toutes les mécaniques de base, puis rendu à 15 ans, où c'est là que tu peux loader pas mal plus, par exemple. Exactement. Ben lui, il a déjà toute la base d'acquis, man. Il va juste défoncer tout le monde. Exactement. Ça, tandis que l'autre qui commence à 15 ans, il faut que tu prennes 1 an, 2 ans quasiment à avoir toute la mécanique. Exact. Tout dépendant de la fréquence qu'il s'entraîne. Ben là, il commence à être tard avant de pouvoir se développer. Yes, exact. Solide. Son temps est compté quand même. Ben c'est ça. Là, c'est rendu à cet âge-là. Moi, je prends l'exemple au hockey. 16 ans, 17 ans, c'est là que tu es dans le queue. 18 ans, ton année de draft, mais tu n'as plus le temps de te développer rendu là. C'est avant que ça compte. Tu sais. De là, l'important d'avoir des bons coachs jeunes. Ouais. Des coachs qualifiés, jeunes. Puis souvent, j'en ai parlé aux parents, essayez de faire pratiquer le plus de sport possible à votre enfant avant qu'il commence leur sport rendu au secondaire. Mais tu sais, de 4 à 8, 9, 10, 12 ans, là, c'est le temps de le faire explorer. Il va savoir, ce jeune-là, qu'est-ce que j'aime. Déjà, en partant, il va cibler peut-être quelque chose qu'il apprécie plus que ce qu'on pensait qu'il aurait aimé. Puis ça va développer juste ses patrons de base là, dans tout. Oui. Fait que ça va faire un athlète qui est super équilibré, qui est résilient, qui n'est pas brûlé par son sport, parce que ça fait déjà comme 20 ans qu'il fait son sport, puis il est rendu à 20 ans, par exemple. Là, je niaise, là, mais dans le sens qu'il ne sera pas overloadé par, mettons, du hockey pendant comme 18 ans de sa vie, qui a fait juste ça. Puis ça permet justement d'avoir des athlètes qui durent à long terme. Mais tu sais, on parle des variations dans l'haltéro là, tantôt. Même chose avec le Vieux-Montréal. Quand on reçoit un jeune qu'on sait qui n'est pas passé dans le processus, même affaire, on progresse avec eux. On va faire les pulls avec lui. Si on voit que les pulls vont bien cette semaine-là, 2 semaines, 3 semaines, on intègre après ça les power positions. On commence en haut, on met moins lourd, on commence à descendre jusqu'au genou ensuite. OK, es-tu capable de faire plus? Là, on commence à loader. Il faut quand même qu'on s'ajuste, peu importe l'âge, parce que comme tu dis, mettons, tu as un jeune qui a commencé à 12 ans, mettons, en secondaire 1, ben, versus l'athlète qui est rendu au collégial et qui s'est jamais entraîné, il y a une grosse différence entre les deux. Même s'il aurait même pas avoir le meilleur talent du monde, exactement. L'autre va le dépasser. Exactement. Éventuellement, probablement, oui. Tu dirais-tu c'est pour ça que vous avez autant de succès, mettons, avec vos équipes? Tu sais, Vieux-Montréal, les gens en partant, étant le Vieux-Montréal, ils recrutent pas mal de très bons athlètes.
beaucoup de ces athlètes-là ont eu accès à des encadrements au secondaire. Puis, veux pas, le Vieux-Montréal investit aussi dans la préparation physique puis tous les soins connexes. Donc, on travaille aussi avec des thérapeutes sportifs, dans le fond, qui sont avec l'équipe de préparateurs physiques. On travaille conjointement. Fait que, ils ont cet encadrement-là sur place, ça fait partie du succès. Les gars nous l'avaient dit, ils font bon, on sent, je nommerai pas d'équipe, là, mais ils ont joué contre une équipe qui est comme Man U, leur strength coach, là. Les gars, on les brassait, puis il était même pas proche de nous battre physiquement, puis juste à cause de ça, on aurait gagné une game, on n'aurait même pas eu besoin de skimmer, tu sais. Je suis comme bon, ok, merci, good job, là, content de savoir que ça va bien, puis ça se passe bien. On a du travail encore à faire nous autres aussi de notre côté. Il faut qu'on améliore des petits points techniques. Comme malheureusement la demi-finale elle a été perdue, mais en tout cas, on va passer à l'année prochaine, faire en sorte que l'équipe ait du succès encore. Ça va passer par tout le monde, là. Vraiment littéralement tout le monde. Y en a-tu beaucoup d'équipes secondaires où il y a un grand encadrement comme, mettons, vous autres? On pourrait, honnêtement, surprenamment, oui, quand même. Mais la plupart de ces collèges privés ont un peu plus les moyens. Fait que souvent, ils ont des préparateurs physiques sur place qui sont résidents. Il y a quelques écoles publiques, je vais nommer comme d'Albé-Vio, c'est du public, mais ils ont réussi à avoir un programme. Je vais d'ailleurs saluer David là-dessus, honnêtement, qui a fait une grosse job. En fait, c'est avec Lou Moore qui ont réussi à s'intégrer là-bas. D'Albé a honnêtement un très beau programme de football. Je pense que c'est un exemple à suivre pour toutes les écoles publiques qui pourraient intégrer ce modèle-là. Ils font super bien, ils ont réussi à recruter des joueurs, ils développent les athlètes, ils ont des résultats, ils ont des coachs qui s'impliquent aussi. Fait que, je veux pas, ça prend de l'implication de la part de gens de l'extérieur. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie, mais ça vaut la peine parce qu'à long terme, tu vas avoir des jeunes qui vont se sentir à la maison, ils vont vouloir s'intégrer dans le programme, ils vont se sentir comme une famille, puis ils vont vouloir continuer après. Jacques Rousseau, on essaie un petit peu d'intégrer ça dans le sens que la salle de muscu est pour vous, c'est juste pour vous autres. On a du développement de secondaire 1 à 5, on essaie justement d'avoir le plus de recrutement possible, puis on a un follow-up, autant en termes de training, dans le fond, je parle avec tous les professeurs de la concentration, les coachs, dans le fond, communiquent aussi aux différents niveaux. Fait que de secondaire 1 à 5, on a un système qui est développé aussi, d'où pourquoi dans les dernières années, on connaît un peu plus de succès. On a changé de division, oui, mais dans le sens que il y a un développement un peu plus à long terme. Avant, c'était un petit peu plus scindé dans les 3 catégories, puis il n'y avait pas nécessairement d'amalgame entre les 3 niveaux. Là, on est rendu qu'il y a un follow-up sur les 3 niveaux, puis on essaie de mouler les athlètes et développer les athlètes pour qu'ils soient prêts au juvénile, puis même encore qu'on s'assure qu'ils perdurent puis qu'ils performent au collégial. Fait qu'on veut rencontrer les normes collégiales pour que cet athlète-là soit capable d'aller jouer en division 1 ou division 2 ou 3, peu importe, mais qu'il aille au collégial puis qu'il continue l'école, puis ils ont de l'encadrement aussi à l'école. Même affaire, le Vieux-Montréal, là, on s'assure que ces gars-là soient prêts pour l'université. Là, on veut que ces gars-là réussissent puis qu'ils réussissent à réaliser leurs rêves. Il y en a là-dedans qui ont commit, là, comme Malik Mega qui a commit à Penn State, qui est un des plus gros programmes aux États-Unis, puis il va peut-être possiblement starter, on ne sait jamais. Il y a eu des discussions avec les entraîneurs, mais c'est des exemples. On a un jeune, on a un tight end aussi avec qui on travaille. Yuri Gauthier qui a eu une offre aussi. Il n'a pas nécessairement encore commit, mais ça montre où on a eu la chance de travailler avec des gars comme Kalenga Muganda, qui est comme la sensation de l'année comme running back. Pour en nommer quelques-uns, là, honnêtement, on a eu la chance de travailler avec des athlètes hors normes, puis on va retravailler avec des athlètes hors normes. On a juste un privilège de travailler avec eux, là, honnêtement. Y a-tu un volet hockey? À quel endroit? À Vieux-Montréal? Vieux-Montréal, non, pas présentement. Okay. J'ai eu la chance de travailler avec des athlètes de hockey, par exemple à Jean-Eudes quand j'étais en stage. Ouais. J'en ai rencontré quelques-uns aussi en privé. Donc oui, effectivement, côtoyer sport de glace, travailler avec la ringuette, travailler aussi avec patinage artistique. Fait que tout ce qui était patin fait partie un petit peu, dans le fond, du processus. Là. Puis niveau altéro, ça change-tu quelque chose entre les joueurs de foot et ceux qui sont sur glace? Oui, effectivement. Je dis oui, mais dans le fond, les deux, c'est capacité d'accélération, triple extension. C'est sûr, par exemple, le patron de course et le patron de patinage sont pas pareils. Là. On a une rotation au niveau de la hanche versus ce qui est plus linéaire à la course sur terrain, là, sur dryland. Mais en fait, les deux, le but, c'est de produire le plus de vitesse possible. Donc, tu veux être le plus rapide possible sur glace. Tout ce qui monte maintenant en performance, c'est agilité, dans le fond, coordination, équilibre et vitesse. Donc, l'athlète n'a pas besoin nécessairement d'être énorme. Il faut juste qu'il soit rapide pour son poids, tu sais. Ouais. Justement, de déplacer une charge la plus lourde le plus rapidement possible va favoriser ce développement-là. En fait, la modification n'est pas nécessairement directe. L'adaptation n'est pas comme
directement corrélés aux performances sur glace, mais il y a des indicateurs de performance qui sont modifiés en travaillant l'haltéro, comme le saut en hauteur, là, les vertical jumps sont souvent liés directement avec la vitesse de patinage. Mais l'haltéro est un des facteurs qui fait améliorer cet indicateur-là. Donc, techniquement, indirectement, on sait que ça va améliorer ses performances sur la glace, mais linéaire, tu sais. Peut-être changement de direction légèrement, mais pas tant que ça. Okay. Beaucoup plus d'impact au niveau linéaire. Fait que, production de vitesse puis de puissance. Tu veux pas, ça reste un sport de contact. Donc, de pouvoir absorber justement un impact, l'haltéro va servir un petit peu à ça aussi. Donc, les catch phases, puis dans le fond, la phase rapide, excentrique, concentrique rapide, pour repousser, par exemple, dans un power clean ou, exemple, le jerk. Je pense que le jerk est le meilleur exemple pour ça. Puis, en fait, souvent, ce qui va limiter l'athlète, c'est que tu as bien beau avoir un athlète qui est fort. Oui, rendu un certain... Plus jeune, tu veux travailler sa force. Tu veux qu'il atteigne un certain niveau. Mais à un moment donné, tu n'as pas le choix qu'il soit puissant et rapide. Parce que sinon, il va être limité en termes de production de puissance, puis sa vitesse va stagner. Ouais. Puis, tu sais, veux pas, il y a le concept justement de réserve de force. Dans le fond, c'est que sa force va être élevée, mais s'il est capable de produire, dans le fond, la force à un haut débit, son RFD, là, son Rate of Force Development, là, il va être travaillé avec l'haltéro. Puis c'est probablement un des meilleurs moyens pour le faire, puis ça va se transférer sur la glace, qui est un des plus gros facteurs que tu peux améliorer justement pour la vitesse. Fait que dans le fond, son RFD va augmenter avec l'haltéro. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on cherche, puis c'est ce qui va avoir le plus d'incidence sur son patinage en termes de vitesse maximale puis d'accélération, là. T'aurais-tu des variations d'exercice, mettons en haltéro, différents entre un attaquant, un défenseur, un goaler? Ouais, tu sais, mettons un def, ça patine plus par droit. l'arrière. Ouais, d'ailleurs, c'est ce qui est le plus difficile, justement. Il y a plus d'incidence avec les forwards que les defensemen. Fait que haltéro a plus d'impact, justement, sur le patinage avant versus le patinage arrière. Il n'y a pas tant de différence entre les deux. Okay. Fait que généralement, oui, ça va être intéressant parce que je veux pas, le défenseur va patiner par en avant. Il va être plus rapide, mais reste que ça n'aura pas nécessairement d'influence sur son patinage arrière, à reculons. Donc, t'es mieux de trouver une autre variation ou un autre exercice, peut-être agilité, mais éventuellement, tu n'auras pas le choix de faire du on ice, là, parce que ça se transfère, mais jusqu'à un certain point. Là. Fait que tu n'as pas le choix de faire du spécifique à un moment donné, puis d'aller sur la glace, puis d'essayer de travailler avec lui à reculons. Parce que sinon, effectivement, il n'y a pas tant de changements avec un défenseur. Goaler, bonne question. J'ai pas eu nécessairement la chance de travailler tant que ça avec des goalers, puis il n'y a pas tant de recherche là-dessus. Il n'y a pas beaucoup d'informations. C'est comme le dark side du hockey. Les goalers font tous les mêmes tests que les joueurs. Ouais, ce qui est étonnant quand même, parce qu'ils n'ont pas du tout les mêmes demandes, mais vraiment pas. Genre, zéro coup de bord, là, on va s'entendre. C'est pas mal plus temps de réaction, coordination, puis déplacement latéraux. Ouais, c'est vrai. Pourquoi ils ont les mêmes tests? Mettons, toi, tu as fait les tests. Bryce, il a tous les mêmes tests que Gallagher. En fait, il y a un autre volet de test physique que j'ai pas nécessairement vu, mais oui, effectivement, il a passé à travers pas mal la même batterie de tests. C'est vrai que c'est bizarre. On a quelqu'un dans notre lab à l'UQAM qui travaille sur le développement de tests. Honnêtement, ça risque d'être vraiment cool. Elle a le champ libre. Ouais, effectivement. Le champ wide open. Ouais, parce que j'avoue que ça fait aucun sens. Pas du tout. Comme, mettons, au foot, le batteur. Ouais. Puis je sais pas, moi, le wide receiver, je connais pas tant ça. Ouais. C'est un mot que je connais. Non, c'est correct. Effectivement, c'est un bon point. Tu sais, honnêtement, l'affaire, c'est qu'il va passer les mêmes tests. Je vais en parler personnellement parce que dans le fond, la seule raison pourquoi on le fait pas nécessairement avec le batteur, c'est qu'en termes de temps, vraiment en termes de temps, c'est plus complexe de faire des évaluations différentes d'un groupe de joueurs à l'autre. C'est comme... Veux pas, d'une certaine façon aussi, le botteur souvent ne joue pas nécessairement juste botteur. Donc, il va avoir une autre position. Donc, il doit avoir les mêmes demandes que les autres athlètes. Fait qu'il doit être préparé à peu près de la même façon. Je t'avouerais que c'est plus, dans le fond, durant la période de préparation physique qu'on va faire des ajustements. Si, par exemple, au niveau des adducteurs, j'ai un petit peu plus de misère, on va focusser un petit peu plus là-dessus. Donc, on va avoir une planification générale pour toute l'équipe. Mais en fait, on les divise en groupes de positions, là, skills, puis big men. Souvent, tu sais, comme à McGill, ils ont commencé à faire aussi carrière et botteur, justement, parce qu'on se disait, il va falloir qu'on spécialise un petit peu plus notre entraînement. L'évaluation reste la même, mais rendu à l'entraînement, il va falloir qu'on le spécialise un peu plus. Parce que un carrière n'a pas nécessairement les mêmes demandes qu'un O-line. C'est ça. Vraiment, ouais, c'est ça. Les évaluations, on ne l'a pas fait. Mais souvent, tu sais, veux pas, ça nous donne des indications parce que plus tes jambes sont fortes, plus tu vas être capable de générer de la force. Probablement que tu vas être capable d'accélérer un peu plus dans ta balle.
Mais effectivement, ce serait peut-être quelque chose qu'on devrait améliorer ou modifier. Mais en termes de temps, ça devient un petit peu plus complexe. Ouais. Autant au hockey, là, j'imagine c'est ça aussi. Là, veux pas, ils ont tous leurs athlètes à tester. Souvent, ils les font en même temps. Ils font les tests physiques en même temps sur glace. Puis le goaler fait partie de ces tests physiques-là parce qu'ils peuvent pas nécessairement le prendre à part puis faire des évaluations juste pour lui. Okay, c'est ce qui rend le tout un peu plus complexe. En même temps, je pense à ça. Ton test physique, exemple au football, là, il y a une grosse ligue au Québec, secondaire, collégiale. Au hockey, il y a c'est pas autant intégré, mettons, l'entraînement physique, je crois, de ce que je peux voir. Mettons, à part Jean-Eudes, parce qu'ils ont un bon programme de hockey. Effectivement. Secondaire, tu parles? Secondaire, tout à collégial. Fait, c'est collégial, il y a une bonne ligue, mais je veux dire, pour avoir côtoyé un petit peu des joueurs là-dedans, puis avoir fait des camps, il n'y avait pas de test physique, il n'y avait pas, il y a pas de strength coach, il n'y a pas autant qu'au football. En fait, la grosse différence probablement entre le hockey et le football à ce niveau-là, c'est que le football est intégré beaucoup plus au niveau scolaire. Ça fait partie de la structure de l'école. Versus le hockey qui est beaucoup plus civil. Il y a beaucoup de ligues civiles, donc il n'y a pas nécessairement le support et la structure intégrée au niveau du programme de hockey. Donc, tu sais, tout ce qui est sélection de joueurs, il n'y a pas vraiment de testing. Là. Ils vont juste regarder comment tu joues au hockey. Ouais. Ben même civil, j'ai joué tout mon hockey mineur dans le civil parce qu'il y avait pas, c'était pas encore intégré dans l'école, mais c'était des sports études, mais il n'y avait pas de... C'était des camps d'entraînement, c'était une pratique, un scrimmage l'après-midi, des matchs hors concours. En tout cas... Pas de test physique, non. Non. En tout cas, je n'ai pas eu ben. Puis pas tant d'encadrement, j'imagine, non plus au niveau de l'entraînement, en dehors de la glace, ou même sur glace. C'était... Fallait que ça soit par toi-même. C'était ça. De un, c'était ça. Souvent, vu que c'était pas très encadré, ça niaisait un peu. OK. Pas mal, même. C'est ça. Puis oui, moi, j'avais des off-ice. Une fois semaine, tout le temps. Ouais, j'en avais, mais tu sais, c'était pas un professionnel qui donnait ça. C'était le coach. OK, non, pas moi. Alors, moi, c'était un professionnel. Mais tu sais, on faisait du bodyweight, là. Je me rappelle, on faisait genre la chaise le plus longtemps que tu peux. Il n'y a pas nécessairement de lien entre les deux. Rien spécifique. C'est cool là, de faire ça pour le hockey. Fait que c'était un professionnel qui donnait ça? Ouais. Là, t'es dans le même bateau que moi au bout de la ligne, là. Ouais, c'est ça. Professionnel. Mais c'était un coach là, de muscu, là. Dans le sens qu'après, il entraînait, mettons, Julien Nantel qui est allé repêcher un chums. C'est lui qui l'entraînait l'été. Tu sais, c'était pas un gars qui connaissait rien, mais... On faisait la chaise est bonne. Non, mais on faisait la chaise des push-ups. Mais tu sais, voyais-tu une différence juste en faisant ça, par exemple, versus d'autres athlètes? Non. Non? OK. Pas du tout. Non. OK. Non. Quand même. Ouais. Mais au moins, on avait ça une fois semaine. Ouais. Ben moi, j'en avais aussi, mais c'était pas. J'avais juste ça, puis J'avais juste ça, puis Tu sais, on dirait qu'il faut que tu sois fucking élevé pour avoir accès à ça. Mm-hmm. Puis B. Fucking élevé. Au niveau de ton pas de ton talent, là, mais si t'es 2B ou 2A, tu sais, 2A, un meilleur niveau. Faut que tu sois un meilleur niveau pour avoir accès à des trucs comme c'est intégré une fois semaine. Moi, je sais pas. Peut-être ça. Moi, j'ai joué en Abitibi, mais j'ai toujours été dans le top, puis pas toujours, mais... Mais mettons, si tu jouais 2B, 2C ou... À partir de même temps, j'ai toujours tapé dans le 2A. C'est ça, exact. Il n'y avait pas tant... Il y en avait du off-ice, mais c'était pas encadré, c'était pas... Tu sais, il n'y avait pas de périodisation. Vous autres, vous avez... C'est sûr que vous avez une salle de périodisation, off-season, in-season. On essaie le plus possible. Toute l'équipe s'assoit autant au Vieux-Montréal qu'à McGill, que même moi avec Jacques Rousseau. Avant le début de l'année, on fait comme c'est quoi les objectifs, c'est quoi qu'on doit travailler, qu'est-ce qu'on a fait l'année passée qui n'était pas correct, qu'on doit modifier, puis qu'est-ce qui va donner les meilleurs résultats. Les joueurs sont rendus. Puis on planifie l'année au complet. Exactement. Nous autres, c'est bon, c'est un off-season, puis off-training, man, let's go, puis off-ice, puis c'était pas... Nous, c'était les warm-up avant la game tout le temps. Avec genre la physiothérapeute. OK. Ça, t'avais dit ça, toi? Une physio? Ouais. Non. Ouais. C'était le coach. C'était le coach qui faisait. Le coach, la physio, le gérant. Non. Ouais, c'est ça. À Val-d'Or, relation publique aussi. Exact. Non, mais on avait des professionnels, mais on n'avait pas de physio. Petit dépanneur en même temps. À Val-d'Or. C'est le chauffeur d'autobus. Mais tu sais, les seuls programmes que j'ai vus vraiment qui avaient plus d'encadrement, c'est le programme universitaire. C'est comme Carabin de Montréal au nouveau hockey, ils ont de l'encadrement, il me semble. Martlets de McGill. Ouais, l'UQTR. Toute universitaire, ils ont de l'encadrement.
Mais encore là, collégial, il y a plus de football que de hockey aussi. Ouais. Ça prend de l'ampleur, mais c'est dommage. Ouais. J'avais été, c'était à Trois-Rivières justement, il y avait un congrès, comment ça s'appelle? Sommet Sciences Hockey, quelque chose comme ça. J'avais été avec Alain, puis c'était, je pense que c'était préparateur physique de l'UQTR, de Trois-Rivières, des Patriotes, si je ne me trompe pas, qui disait qu'à chaque année, rendu au niveau universitaire, il y a plus de 200 joueurs qui arrêtent de jouer au hockey. Parce qu'ils n'ont pas accès. OK. Il n'y a pas assez de place universitaire pour jouer au hockey, exemple. C'est incroyable. C'est fou, là. 200 Ça fait beaucoup de potentiel qui disparaît à l'eau. Ouais, exact. Parce que tu pourrais... il y en a qui se développent sur le tard. Effectivement. Beaucoup. Là. C'est un petit peu le but. Parce que oui, tu sais, c'est beau performer à 18 ans, mais rendu à 25 ans, ça va avoir l'air de quoi. Même, tu sais, il y en a qui à 15 ans, c'est des machines, mais rendu à 18 ans, on n'entend plus parler. Parce que ceux qui à 15 ans, ils étaient corrects, mais qui ont comme ça eu leur acquis de base. Ça arrive plus souvent, ça. Ça arrive plus souvent? Ouais. Ouais, quand même. Le monde qui se développe sur le tard. Là. Niveau haltéro, à quel point c'est important? Comme, c'est-tu obligatoire d'en faire? Si on ramène ça au hockey, là, tu dirais-tu comme, t'es un joueur de hockey, tu veux être le meilleur possible? Je te dirais pas nécessairement. Ça va dépendre pas mal plus du background de l'athlète. Est-ce qu'il en a déjà fait? Est-ce que niveau moteur, quand tu lui fais faire des variations, est-ce que ça rentre déjà quand même bien? Parce qu'en termes de rentabilité de temps, là, t'es peut-être mieux de faire des variations un petit peu différentes. J'en avais parlé avec Phil vite. C'est comme un trap bar deadlift, mais avec des bends. Puis tu peux faire du reactive trap bar deadlift. Fait que, mettons, tu as tes élastiques, tu te laisses dropper dans ton deadlift, puis tu repousses dans le sol. Tu vas produire quasiment autant de force, sinon plus, puis de watts que ton levé de l'haltéro. Tu vas générer la même puissance, sinon plus, mais tu n'auras pas la courbe d'apprentissage, dans le fond, que tu vas devoir dealer avec versus l'haltéro. Par contre, il y a des variations d'haltéro que tu peux intégrer qui sont pas mal plus simples, comme une tirade à partir des genoux. Une tirade haute à partir des genoux, c'est pas nécessairement complexe à faire. Il y a des variations comme le jump shrug qui ressemble un petit peu à ce que je disais avec le trap bar deadlift, avec les bends. Le jump shrug, c'est juste à partir de tes genoux, mais tu vas sauter avec ta barre. C'est comme un deadlift dans le fond que tu vas sauter avec ta barre. Donc, c'est vraiment tout ce qui est le plus minimal par rapport à l'haltéro qu'on peut intégrer, là, des exemples. Ouais. Mais non, je dirais que c'est pas nécessaire. C'est sûr, si par exemple l'athlète est à l'aise de le faire, puis tu vois que les levées vont bien, puis tu peux avoir une bonne courbe d'apprentissage avec cet athlète-là, ben why not? Tu vas probablement générer un peu plus de force puis de puissance, puis tu vas pouvoir jouer avec tes variations aussi pour travailler son profil au complet. Les autres variations, comme je dis, c'est en termes de temps d'apprentissage. Fait que, tu sais, un drop jump, c'est pas nécessairement spécifique au hockey parce que le temps de contact au sol est trop court, là. Fait que, mais ça peut être intéressant quand même, là. Un jump squat aussi, je ne tripe pas sur les jump squats parce qu'il y a beaucoup de drawbacks par rapport à ça, d'où pourquoi le trap bar, là. Il y a moins d'incidence de blessures. Des exercices qui sont aussi simples que ça, mais autant efficaces que les levées, peuvent être intégrés puis vont donner le même résultat en moins de temps. Okay. Tout dépendant de l'athlète. Parce que, mettons, un athlète qui tu sais, Kotkaniemi, on la ramène encore. De lui. Pour vrai, là, une fois par épisode. On la ramène encore. Mais, tu sais, est-ce qu'il y en a peut-être fait? Ouais, possiblement. Ou il y en a peut-être pas fait aussi. Mais s'il y en avait fait, mettons qu'on dit qu'il n'y en a pas fait, là, ouais. je suppose. On n'a aucune idée de ce qu'il a fait auparavant, mais... Est-ce qu'il aurait pu plus exploser ce qu'il a gagné? Honnêtement, là, tu sais, vous en avez parlé, Gab en a parlé de toute façon dans l'autre podcast. Tu sais, on s'entend... Ça aurait été intéressant pour lui de gagner la masse efficace versus gagner juste la masse. Ouais. Tu sais, s'il avait gagné un 5 livres versus un 20 livres, mais son 5 livres était fait pour se déplacer et non un poids ajouté sur son dos, il aurait probablement eu un petit peu plus de charge sur son corps, mais au moins il aurait pu s'en servir. Il aurait pu produire un peu plus de force, il aurait pu produire plus de puissance, il aurait pu se déplacer plus rapidement, il aurait été plus solide sur ses patins, en étant plus imposant physiquement. Mais oui, effectivement, tu sais, oui, non, parce que tu peux faire des variations comme les squats avec des élastiques ou différents pulls, des deadlifts, whatever it is, que tu vas générer autant de puissance, comme je disais tout à l'heure, puis tu vas optimiser la masse musculaire. C'est sûr qu'il y a des phases.
suis pas nécessairement fan de faire des blocs nécessairement. Ça dépend de l'athlète, du niveau de l'athlète que tu as, puis comment tu dois le choquer justement pour qu'il y ait des résultats puis qu'il y ait une adaptation. Mais souvent, on travaille de pair. Peu importe le sport que j'ai, là, on va juste faire une emphase sur un déterminant. Mais tu sais, s'il avait fait de la force, là, probablement que ses fibres de type 2 auraient probablement développé un petit peu plus versus juste l'hypertrophie, puis il aurait généré probablement plus de force, puis éventuellement, ça développe son potentiel de vitesse. Fait que, ça aurait été intéressant, puis il aurait fait de l'hypertrophie quand même, là, tout dépendant du nombre de reps, l'intensité qu'il a fait, puis le work total. Il aurait probablement eu des gains musculaires, mais ces gains-là auraient été significatifs en termes de performance. Parce que là, il augmente son potentiel de vitesse puis de puissance. Là, ça aurait été probablement plus intéressant que juste pack on some weight puis tu vas slow down. Hein. Sur 20 livres en 2 mois, 3 mois? C'est beaucoup trop rapide. Là. Je pense que c'était 20 livres par rapport à septembre 2018 à septembre 2019. Mettons, fait qu'un an, 20 livres. Mettons 20 livres en un an. C'est quand même énorme. Là. In-season, ils peuvent pas gagner de masse musculaire, ils en perdent. Non, exactement, tout à fait. Le but, c'est de le maintenir. Puis ça, c'est ça. Le mieux qui peut arriver, c'est qu'il l'a maintenu. Fait que off-season, je sais. Il s'est entraîné avec son père. C'est son père qui l'entraînait de 1, je trouve ça ordinaire. Ton père. C'est qui le faisait manger? C'est ça. Mais tu sais, il s'est entraîné tout seul en Finlande avec son père. T'sais, moi, être le Canadien, j'aurais fait comme non. Tu t'entraînes avec lui, puis tu fais ça. Étant dans le giron de l'équipe, effectivement, peut-être le référer à quelqu'un en particulier en qui ils ont confiance puis qui sait qu'il va avoir des résultats. T'sais. Exact. Parce que là... Pas là pour juger ce qu'il fait, mais dans le sens que 20 livres pour prendre 20 livres juste parce qu'ils veulent qu'il grossisse, on s'entend qu'il y a un style, c'est un style de joueur particulier, il a son style à lui. Pourquoi pas focusser sur ses forces puis diminuer ses faiblesses, t'sais. Fait que, oui, peut-être prendre la masse musculaire, mais si cette masse-là est juste un poids puis qu'elle ne sert à rien puis au contraire va tenir, ça ne sert absolument à rien. Là. Exact. Sur le 20 livres, c'est quoi? Il n'y en a même pas à moitié, ça doit être du muscle. Mais c'est ça, quand tu y penses, tu veux pas, en hypertrophie, tu vas avoir ton glycogène, tu vas avoir tes tissus périphériques comme tes tendons puis fascia qui vont épaissir, puis éventuellement, dans le fond, ta fibre va grossir. Là. Mais veux pas... c'est pas, ça va être quoi, un tiers de ce que tu vas avoir gagné qui va être juste la masse musculaire, Mettons, tu fais tout comme du monde, mettons, tu manges là, solide, tout est suivi, l'entraînement est parfait, c'est 2 livres de masse musculaire que tu peux gagner par mois. C'est par mois. Top, là, par mois. C'est ça. Fait que c'est sur 12 mois, ça fait 24. Ouais, 24. Ouais, je suis content encore. Yes! Bon. 24. Fait que, mettons, 24 livres de masse musculaire. Ça, c'est là, il y en a. Puis on prend en considération que dans une saison, tu perds de la masse musculaire. Fait que, en tout cas. Puis tu sais, faut que tu focuser là-dessus aussi. Parce que si tu ne focuses pas juste sur ton développement de masse musculaire, tu n'auras peut-être pas les résultats optimaux que tu voulais développer en masse musculaire. Tu sais, hypertrophie, ça prend du temps. Puis veux pas dans une saison, tu n'as pas juste besoin de pack-on la masse musculaire. Tu n'as pas juste besoin de faire l'hypertrophie. Il y a bien d'autres déterminants que tu dois focuser après. Là. Puis l'hypertrophie, il faut que tu aies des micro-déchirures, des courbatures. Tout à fait. 82 games dans une saison, tu peux pas. Tu peux pas. Ouais, mais c'est... Tu sais, dans le fond, moi, il y avait quelqu'un qui m'avait dit qu'il s'occupait des joueurs de foot de McGill. Oui. Je connais pas tant ça le foot, là, mais vous avez des tests de sprint. Ouais. Elle disait que sur le plus long des sprints, ils s'étaient tous améliorés. Ouais. Mais sur le plus court des sprints, ils sont tous pas améliorés. Puis là, ma seule hypothèse, c'était ils ont-tu fait de latéraux? Et elle me dit non. Ah, c'est drôle, ça, quand même. Ouais, c'est ça. Fait que c'est énorme. Là, parce que clairement, moi, je me suis dit clairement s'il avait fait latéraux sur, mettons, je sais pas, c'est diverges, le court, il serait amélioré. Oui, effectivement. En fait, c'est pas nécessairement qu'ils n'ont pas fait d'haltéro. On n'a pas eu le gros... la première phase, en fait, d'entraînement, on n'a pas eu accès nécessairement au track. Fait qu'ils étaient beaucoup plus en musculation. Tu les as fait? Je les ai eus, j'ai vu j'ai fait l'analyse des résultats, puis j'ai regardé au complet, puis on a fait ressortir la même conclusion. On a fait, oui, ça l'a donné ça. J'ai une petite idée avec qui tu as pu parler, là, mais bref, il y a 2 ou 3 personnes que j'ai en tête, là, mais bref, on a fait l'analyse des résultats, puis effectivement, on a fait ressortir cette amélioration-là, que sur, par exemple, le 40 verges, c'est amélioré, mais ils ont maintenu leur temps sur 10 et 20 verges. C'est ça, ils n'ont pas nécessairement régressé, ils ne se sont pas améliorés, mais ils l'ont maintenu, où il n'y avait pas de différence significative, fait qu'on n'a pas jugé qu'il y a eu une amélioration. Oui, ils ont fait de l'haltéro, mais c'était l'introduction de l'haltérophilie. Okay. La première phase. Donc, à la fin de l'année, là, il y a eu des améliorations 10-20 verges. Là. Okay. Les courtes distances, on a eu une différence.
Mais au départ, oui, effectivement, on a commencé à intégrer l'haltéro. Principalement, on avait de la pliométrie, pas nécessairement de l'haltéro. Fait on s'entend que ces types d'entraînements-là vont se transférer un peu plus sur la longue distance. Ouais. C'est le rebond principalement, puis tout est... en fait, c'est principalement de la vitesse. Le rebond élastique aussi pour le transfert de puissance va aider, favoriser les distances un peu plus longues puis les vitesses maximales. Parce que ça dépend généralement de tous tes tissus comme les tendons. Là. Pas mal plus que de générer de la force. Fait que dans le fond, la première phase, c'était ça. Donc, pliométrie, introduction d'haltérophilie, développement de force. Fait que, étonnamment, on a tout testé. Là. Les gars, ils ont eu des augmentations de comme 20% sur quasiment toutes les lifts. Ouais. Dans la première phase d'entraînement, ce qui est assez incroyable. On a été vraiment surpris d'avoir ces résultats-là. On était heureux qu'on ait réussi à les faire pousser comme ça. Puis, en fait, je dis ça, mais j'ai juste fait l'analyse, puis j'ai participé à peine avec quelques petits trucs. Là, on va dire JP puis Chris, JP et Gab, qui ont réussi à avoir ces résultats-là avec les gars. Les gars se sont dédiés à la cause, puis ils ont eu ces chiffres-là. Fait, on a eu une augmentation sur le squat, le bench, le deadlift, le power clean, le power snatch, tout a augmenté, là, littéralement tout, mais on n'a pas fait nécessairement de track. Puis, veut pas, on n'a pas focusé que sur l'haltéro. Mais oui, effectivement, l'haltéro a plus d'incidence sur les 10 et 20 verges. Mais c'est arrivé plus tard. Quand on a commencé à faire du track puis on a commencé à courir, là, on a vu une différence. OK. Fait que c'est un mélange des deux, mettons. Oui, exact. Je dirais pas que c'est juste parce qu'ils n'ont pas fait de... Non, effectivement. Parce qu'il y a l'aspect technique aussi de course, là, veux pas. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, il y a eu... il me semble dans le protocole d'évaluation, il y a eu quelques petites différences aussi entre les deux phases. Fait que standardiser aussi l'évaluation, ça peut avoir une influence. Fait que ça, on l'a corrigé. Le tir a été corrigé. Fait que, bref... On a vu ça. On a été surpris aussi parce qu'effectivement, on a fait de l'haltéro un peu, puis on a vu une différence pas mal plus significative aux 40. Ouais, c'est ça. Je savais pas que tu avais été dans le, dans le processus. Je dis, il y a quelque chose. Impliqué dans le processus, pas tant. Tu étais au courant de ce que je te Oui, effectivement, tout à fait. Parce que dans le fond, avec Chris, on a fait l'analyse des résultats parce que JP et Gab étaient pas mal impliqués avec les gars sur le terrain, fait qu'ils n'ont pas nécessairement eu le temps de faire ça. Puis vu qu'on était à l'aise puis qu'on était encore dans le logiciel de SPSS grâce à l'UQAM avec le processus de maîtrise puis de doctorat, on a fait l'analyse des stats puis on a évalué la progression puis on voulait faire un compte rendu comme tiens, voilà ton évaluation de ton équipe est rendue là. On a donné toutes les informations complètes sur toutes les évaluations. Le meilleur des deux mondes, c'est, mettons, si on revient au hockey, ce serait de faire de la glace puis du hors-glace. Oui, tout dépend. Pas juste focusser sur un ou sur l'autre. Je pense que tu n'as pas nécessairement besoin. Plus tu es loin de ta saison, plus tu peux te permettre d'être dryland. Ouais. Plus tu te rapproches, plus tu n'auras pas. En fait, plus tu vas être obligé de faire de la glace pour avoir le transfert de tes acquis que tu as fait en dryland versus la glace. Tu peux pas juste t'entraîner tout l'été, pas de jouer à la glace, par vos camps. Exactement. Ça se transfère dans c'est ça, pas du tout. Au contraire, la personne va faire oh my god, c'est ça des patins. Tu sais. Il faut pas non plus que tu fasses que de la glace. Ouais, exact. Ouais. Parce que tu veux pas. Tu sais, ton facteur limitant, oui, je comprends, mettons, power skate, c'est intéressant à faire. Tu en as de la résistance, mais tu n'iras pas chercher le niveau de résistance que tu vas faire, par exemple, en haltéro ou quand tu vas loader ton squat ou ton deadlift. Là, on s'entend que ta production de force va être vraiment différente. Mais veux pas, c'est un patron général. Fait que c'est pour overall fitness, là, ça ne se transfère pas nécessairement directement sur la glace. Par contre, l'athlète, tu sais qu'il va être capable de pousser un petit peu plus, il va générer plus de puissance, il va être plus fort par rapport à son poids de corps. Fait que son poids, il va le déplacer plus rapidement. Fait que veux pas, ça se transfère, mais il faut que tu travailles le skills dans lequel il veut le transférer. Fait que ton power skating, tu le fais vers la fin de ton off-season. Oui, effectivement, qui est beaucoup plus spécifique. Exact. Ouais, nice. Si tu aurais 2-3 petits trucs, mettons, à donner ou conseils, soit aux parents, soit aux joueurs de hockey, qui vont soit qui jouent, jeunes, plus vieux, qui vont passer des tests chez des pros. Tout le monde, en fait. Ouais, c'est ça. Ou la ligne. Ouais, c'est ça. Moi, je partais à énumérer tout le monde. Hey, j'étais comme... Vas-tu finir cette question? Ceux qui boivent du café le matin, ceux qui... dans le fond, pour les plus jeunes, je dirais de toucher plus le multisport parce que ça va leur donner des acquis supplémentaires pour la suite puis de perdurer dans le temps. Tu vas avoir un meilleur athlète général. Ce ne sera pas juste un bon joueur de hockey. Puis il ne faut pas oublier que carrière de hockey, peu importe la carrière sportive, elle dure un certain temps puis l'athlète, il va devenir quelque chose d'autre après. Donc, tu veux que overall soit bien développé puis qu'il ait un bon bagage de patron moteur puis qu'il soit athlétique puis qu'il aime ça s'entraîner, qu'il ait du plaisir à le faire puis qu'il ait exploré d'autres choses que le hockey. Plus le temps vieillit, dans le fond, là, je dirais justement d'investir dans l'encadrement. D'essayer de trouver des professionnels qui savent exactement ce qu'ils font, puis qui ont passé par là, puis qui connaissent un petit peu le sport.
D'un autre côté, je dirais, pour ceux qui veulent peut-être rentrer professionnel ou qui espèrent le faire, oui, dans le fond, de se pratiquer pour le test. Parce que je veux pas, tu sais, NHL, les évaluations pour le draft, c'est très général. Là, on s'entend que c'est pas tant spécifique. Donc, de peut-être connaître ces tests-là puis de les intégrer à l'entraînement, de faire une phase peut-être de préparation pour ces tests physiques-là, pour être sûr de performer, faire peut-être un wow, mais dans une autre optique, dans le fond, c'est ils ne serviront pas nécessairement à grand-chose. On regarde dans NHL là, combien qui ont pété des records de chin-up et qui sont vraiment performants. On s'entend qu'il n'y a pas de lien entre les deux. Qui en faisait? Je pense que McDavid en faisait. Ouais, il en a même pas fait. Je pense qu'il en a fait un ou deux. Là, ouais, c'est ça. Ça n'a pas nécessairement de lien avec la performance. Fait, choisir ses combats, oui, c'est intéressant de peut-être pouvoir performer au combine, par exemple, faire wow, il y a un bon overall fitness, mais ça n'aura pas nécessairement d'incidence sur la glace. Donc, de peut-être choisir ses combats. Oui, dédier un peu de temps pour les tests, mais d'une autre façon, connaître ce que les équipes professionnelles font comme test. Dans le fond, les house tests, là, dans le sens que, par exemple, Canadien Montréal a sa propre batterie de tests. Les Flyers de Philadelphie ont leur propre batterie de tests. Informe-toi sur l'équipe avec qui tu vas tester. Essaie de côtoyer des joueurs, leur poser des questions. Anyways, le pire qu'ils vont dire, c'est non. Puis au contraire, s'ils voient que tu es intéressé puis ils voient que tu veux performer, mais tu as peut-être plus de chance puis ils vont te remarquer que hey, ce kid-là, il veut, puis il est prêt à s'investir. Fait qu'il y a ça aussi. Mais tu sais, know your things, know what you got to do. Fait que tu sais, essaie de trouver c'est quoi les évaluations. En même temps, ça va te permettre d'identifier c'est quoi tes points faibles et tes points forts. Fait que de faire ton off-season en conséquence de ce que tu dois améliorer puis des attentes que la Ligue a face à tes performances. Fait que, puis tu sais, je dirais overall, là, de focusser. Le nerf de la guerre, là, présentement, vitesse, puissance, changement de direction, coordination et équilibre. Puis tout ce qui est travail, tu sais, je veux pas, travail unilat. Fait que tu sais, c'est pas mal toute agilité, justement, qui vont faire en sorte que tu vas performer un petit peu plus. Oui, il y a de la force, mais tu sais, c'est plus tôt dans ton off-season, puis éventuellement, tu veux focuser sur ce qui est spécifique, comme ce qui se fait sur la glace. Mais à ne pas négliger. Tu veux pas. Tu as un travail à faire avant d'aller sur la glace. Oui, tu es un bonbon, mais avant, il faut que tu fasses ta job. Okay. Bref, c'est pas mal tout ce que j'ai. Nice. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de ta carrière, soit de coach de foot ou de kinésiologue? Je dirais, dans les deux, je dirais de réussir à me peaufiner, d'en connaître un petit peu plus, de ne pas perdre cette flamme-là, justement, faire en sorte qu'on veuille pousser tout le temps un petit peu plus loin, puis de rendre les autres meilleurs. D'avoir des résultats concrets, puis de justement voir, de pouvoir partager ça avec les athlètes, puis de faire en sorte, je veux pas Muneris aussi fonctionne bien, que la grosse famille qu'on s'est bâtie perdure dans le temps, puis que le projet se développe vraiment positivement, puis qu'on réussisse à se faire un nom. On n'est pas nécessairement connu. On est connu à l'interne, par exemple, au milieu du football, mais à l'extérieur de ça, comme hey, c'est qui Muneris Performance. Fait que notre job, c'est de se faire connaître aussi. Fait que d'être justement un peu plus visible aux yeux de monsieur, madame, tout le monde, puis des autres équipes sportives et non juste du milieu du football, puis McGill, par exemple. Ouais. On vous le souhaite. Ouais, merci, effectivement. De votre côté, qu'est-ce que je pourrais bien vous souhaiter? Je vous retourne la question. C'est quand même question. Pas pire. Hein? Quand est-ce que ça va sortir, ça? Attends une minute, on va faire le décompte. Là, début 2020. Dans le coin. 2020. Ouais, quand même. Hein? Dans le coin où ce qu'on va annoncer le Summer Camp. Ouais. Nice. Ouais. Okay. Ouais, on a un gros projet qui s'en vient. Très cool. Ouais, très Summer cool. Camp avec test sur glace, hors glace à la NHL, puis entraîner jeunes. Combine, tout le all gear. Ouais. Malade. Ouais. Je vous souhaite justement que ce soit rempli puis que vous ayez la chance de côtoyer des super athlètes qui veulent s'investir aussi. T'sais. Ouais. Thanks. Des jeunes à développer. Yes. Ouais. Ça part de là. Hein. Ouais. Je veux pas. C'est les autres qui vont aller après ça dans les NHL. Exact. C'est pas comme Crosby qui arrive et veut travailler avec toi. C'est ça. Exact. Tu le prends jeune. Tu le développes. Oui, effectivement. Ouais. Où est-ce qu'on peut te suivre? En fait, j'ai mon compte Facebook, bien sûr. Un petit peu moins professionnel, dans le sens que, principalement, ce qui est en lien avec l'entraînement, mais vue privée aussi, mais il n'y a rien de trop fou. Sinon, je dirais Instagram, y.ht9, qui est lié justement avec Muneris Performance. Il y a aussi Muneris Performance qu'on a des posts, justement, Instagram, Facebook aussi. On a le site web munerisperformance.com. Sinon, il y a Jacques Rousseau, Sphinx Football. Jacques Rousseau qui publie justement tout ce qu'on fait, autant les matchs que parfois de l'entraînement.
On a pas mal fait le tour. Ouais, super. Merci. Yes, merci à vous autres. Merci énormément à vous autres. C'est très cool de travailler avec vous.